Généralement, quand on entend le nom de Stephen Hawking, on pense à son fauteuil et sa voix de robot. Mais Hawking, c'est surtout 3 idées qui ont redessiné l'univers. On pourrait les résumer en pourquoi le cosmos cache des points de non-retour, comment un trou noir respire en lumière et pourquoi avaler de la matière lui donne en quelque sorte une mémoire. On va voir ces 3 idées qui peuvent paraître superflues, mais qui en réalité ne le sont pas, si c'est bien expliqué. Au centre d'un trou noir, il y a une chose qui perturbe les physiciens car elle côtoie l'infini. Une singularité. Une singularité en cosmologie, c'est quand des chemins possibles dans l'univers s'arrêtent brutalement. Pas parce qu'on décide d'arrêter l'histoire, mais parce que la gravité plie tellement la trame du monde, théoriquement vers l'infini, que continuer plus loin n'a plus de sens. La carte se déchire. Alors, quand on s'intéresse à tout ça, il faut évidemment adopter le réflexe d'oublier la gravité newtonienne. La gravité est décrite par la relativité d'Einstein. Dans sa théorie, la gravité n'est pas une corde qui tire, c'est l'espace et le temps qui se courbent. Une pierre qui tombe à un rayon de lumière, tout suit la trajectoire la plus droite permise par cette courbure. Et si tu entasses assez de matière au même endroit, la courbure peut devenir si forte que même la lumière ne trouve plus de sortie. C'est le cœur du raisonnement de Roger Penrose dans les années 60. La gravité fait converger les trajectoires, et plus il y a de masse concentrée, plus tout est tiré vers le centre. Penrose a réussi à transformer cette intuition en un théorème solide. Si un piège se forme, la géométrie de l'espace-temps te force à reconnaître qu'il y a un bord de l'histoire quelque part dans le futur de l'effondrement. Pas besoin de maths compliquées pour l'accepter. Si même la lumière qui fuit est renvoyée vers l'intérieur, alors forcément il y aura un moment où tu traverseras un point de non-retour. Hawking a repris l'idée de singularité des trous noirs, mais à l'échelle du cosmos entier. Il s'est demandé si l'univers s'agrandit aujourd'hui, ce qu'on observe, qu'est-ce que ça implique quand on rembobine le film ? En fait, en remontant suffisamment loin, les chemins possibles des observateurs s'arrêtent aussi. Tu ne peux pas remonter indéfiniment. Il y a un début au sens où la carte du temps a un bord. Tu connais ce bord sous un autre nom, le Big Bang. L'idée de renverser l'expansion de l'univers et le terme Big Bang ne viennent pas de lui. Le concept de Big Bang est attribué à Georges Lemaître et Alexandre Friedman. Cependant, Lemaître et Friedman ne feront que poser le cadre. C'est déjà énorme en vrai, mais leurs travaux concernent l'expansion de l'univers, et ils arrivent à la conclusion que l'univers a eu un début chaud et dense. Hawking, de son côté, va plus loin. Il montre que ce début, il est inévitable dans la relativité générale sous des hypothèses très générales. Il prouve que si l'univers est globalement en expansion, et si certaines conditions d'énergie sont vérifiées, une singularité initiale, type Big Bang, est mathématiquement inévitable dans le cadre de la relativité générale. En fait, le Big Bang n'est plus seulement un scénario particulier, mais une conséquence générale. Bon, les travaux de Penrose et Hawking dans les années 60 à 70 ont été nommés les théorèmes sur les singularités. Et il y a vraiment un côté fascinant dans ces théorèmes. Ils admettent une certaine sobriété. Ils ne te promettent pas un portrait détaillé du centre d'un trou noir ou des premières fractions de seconde. Ils te disent, voilà où notre théorie s'arrête. Ils tracent une frontière. C'est presque un acte d'honnêteté scientifique. La relativité générale marche incroyablement bien, mais finalement, et grâce à ces théorèmes, elle annonce elle-même ses zones d'ombre. Elle t'amène jusqu'au rideau, et après, elle se tait. Pour la suite, il faudra une autre théorie, certainement une théorie qui saura bien décrire la gravité à l'échelle quantique. Bon, avant de s'attaquer aux autres travaux de Stephen Hawking, je vais laisser Franck de la chaîne Matador t'expliquer rapidement les grands points de la vie de Stephen. Tu connais sûrement Stephen Hawking pour ses théories sur l'univers, son fauteuil roulant, sa voix robotique. Mais avant d'être un symbole de la science moderne, il a été un enfant, un frère, un amoureux, un père. Voici donc l'histoire d'un homme qui a vécu chaque minute comme un défi lancé au temps lui-même. Il naît le 8 janvier 1942 à Oxford, un détail qui l'amusera plus tard car c'est exactement 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée. Il grandit avec 2 sœurs, Marie et Philippa, dans une maison pleine de livres, de discussions et d'idées. L'ambiance familiale est donc fortement intellectuelle et un peu bohème. Contrairement à l'image qu'on pourrait se faire d'un génie, Stephen n'est pas un enfant prodige. Il apprend à lire tard, vers 8 ans. Ses premières années à l'école ne sont pas brillantes et son père le décrit comme un rêveur, parfois distrait. Mais tout change lorsqu'il entre au lycée à Saint-Alban. Là, son goût pour les sciences s'éveille, pas pour la biologie, pourtant le domaine paternel, mais pour les mathématiques et la physique. À 17 ans, il entre à Oxford, il y passe 3 ans à étudier, mais aussi à ramer, à faire des blagues avec les amis et profiter de la vie. Puis direction Cambridge pour préparer une thèse de cosmologie. Et c'est là que tout bascule. Fin 1962, il se lie avec Jane Wilde, une étudiante en langue. Le courant passe
Il commence à se voir, à s'écrire, mais un mois plus tard, sa fameuse maladie frappe. Steven tombe souvent, il a du mal à bouger, les examens médicaux sont sans appel, sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative incurable. On lui donne 2 ans à vivre et il a 21 ans. Cette nouvelle est forcément un choc. Il se replie sur lui-même et s'éloigne de ses proches. Mais, et c'est peut-être le point le plus important de toute sa vie, sa femme, Jen, reste. Elle choisit de l'aimer, malgré tout. Elle l'encourage à continuer et il reprend ses recherches. Ces deux-là se marient en 1965 et ils auront 3 enfants. Inévitablement, la maladie progresse. Il perd peu à peu l'usage de ses jambes, puis de ses bras et de sa voix. En 1985, une pneumonie manque de l'emporter. Il survit, mais au prix d'une trachéotomie. À cette époque, un synthétiseur vocal est installé sur son fauteuil et relié à un ordinateur. Il ne parlera plus jamais sans assistance. Il a fini par tout contrôler grâce à un capteur infrarouge détectant la contraction d'un muscle de sa joue. Ce système deviendra sa voix pour le reste de sa vie. Mécanique, lente, mais aussi teintée d'humour et de caractère. Malgré cela, pendant ce temps, une carrière de vulgarisateur scientifique décolle. Il voyage, donne des conférences, rencontre des présidents, des rois. En 1988, il publie Une brève histoire du temps, un best-seller mondial. Ce livre parle de sujets complexes, mais de façon accessible, qui le propulse au rang de superstar scientifique. Il devient un visage familier, aussi bien dans les universités que dans des séries télé, comme Les Simpsons ou Big Bang Theory. Mais tout n'est pas aussi lisse qu'il y paraît. Sa vie privée traverse des tempêtes, l'énergie qu'il faut pour l'assister au quotidien pèse sur son entourage, et Jen finit par s'éloigner, et il divorce en 1995. Steven se remarie avec Helen Mason, son infirmière, qu'il quittera plus tard. Les relations familiales sont parfois tendues, mais toujours profondes. Sa fille Lucy, née en 1970, garde le souvenir d'un père présent, immuable dans son fauteuil, mais attentif, chaleureux, toujours curieux. Un père qui a été à l'origine de ses passions. D'ailleurs, ensemble, ils écriront plus tard des livres de vulgarisation scientifique. Pour finir, ce qui force le respect chez Stephen Hawking, ce n'est pas seulement son intelligence, mais aussi et surtout sa ténacité. Chaque année de vie supplémentaire était un miracle médical. Chaque déplacement, chaque conférence, chaque page écrite, un exploit logistique. Jamais il ne s'est arrêté. Et il n'a pas attendu que le temps s'écoule. Il a rempli chaque seconde de ce qu'il pouvait encore donner. Il aurait pu se taire, il a choisi de parler au monde. Il aurait pu abandonner, il a choisi de penser plus loin, plus fort. Il aurait pu se contenter de survivre, il a vécu. Stephen Hawking est mort le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans. Une vie bien au-delà des 2 ans qu'on lui avait pourtant annoncés. Une vie passée à défier le temps, à l'interroger, à le traquer jusque dans les coins les plus sombres de l'univers. Et à lui voler un demi-siècle par amour. Il a dit un jour que cet univers ne serait pas grand-chose s'il n'abritait pas les gens qu'on aime. Bon, merci à Matador pour nous avoir présenté le personnage. Nous pouvons à présent nous attaquer à ce qui est certainement son œuvre la plus importante. Alors, quand on pense trou noir, il y a peut-être plusieurs images qui viennent en tête, comme la décharge aux noisettes dans Charlie à la chocolaterie. Bon, il y a peut-être que moi qui pense à ça. Mais grosso modo, on imagine une boule ou une région comme une bouche qui avale tout. Et pourtant, Hawking a montré qu'un trou noir émet aussi quelque chose, une lueur froide. Cette lueur, elle est régulière et on l'appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking. Le plus fou, c'est que ce n'est pas une fuite de matière cachée dans le trou noir. C'est un effet quantique qui naît juste à l'extérieur de l'horizon, là où l'espace-temps se tend comme une peau de tambour. Bon, commençons par une image simple. Pense à l'horizon d'un trou noir comme une cascade d'espace-temps. Je vais reprendre l'image utilisée dans ma vidéo sur les trous blancs. Visualise le courant d'une rivière pour te représenter la situation. Très loin du trou noir, l'eau avance lentement. Un bon nageur peut encore remonter et s'échapper. Mais en se rapprochant, le flux s'accélère. Au rebord d'une cascade, supposons que l'eau atteigne la vitesse de la lumière, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais à partir de là, même un nageur parfait, qui irait à la vitesse de la lumière, ne peut plus remonter. Ce rebord marque une limite, et une fois franchi, aucun retour n'est possible. Après la chute, tout est emporté vers le bas. Dans la réalité, ce n'est pas qu'une simple force qui tire, c'est l'espace-temps lui-même qui s'écoule. Et cette limite, le bord de la cascade, pour le trou noir, c'est l'horizon des événements. Une fois passé, on ne peut plus s'arracher du trou noir.
Un trou noir n'est pas un objet solide, c'est une région de l'univers où la courbure de l'espace-temps est telle que même la lumière ne peut plus reprendre une trajectoire vers l'extérieur. Ainsi, voilà où nous sommes. On s'intéresse à une situation au niveau de l'horizon des événements, la frontière de non-retour. Bon, dans le vide de l'espace, de loin, tout a l'air calme, hein. Mais la mécanique quantique refuse le vide parfait. Même quand tu crois qu'il n'y a rien, il y a des fluctuations. Pour simplifier, imagine des petites vagues éphémères d'énergie qui apparaissent et disparaissent aussitôt, comme une mer qui clapote sans vent. Et bien en fait, près de la falaise, l'horizon du trou noir, ces petites vagues se comportent autrement. L'espace-temps y est tellement déformé que ce qui devait s'annuler pile, il s'annule plus tout à fait. Le résultat est qu'une partie de cette agitation quantique devient réelle. En fait, en général, les fluctuations s'annulent directement, mais là, elles ne parviennent pas à s'annuler. Il y a toujours des paires particules-antiparticules du vide. Et là, l'une tombe et l'autre s'échappe. Pour un observateur lointain, le trou noir émet donc un rayonnement thermique, le rayonnement de Hawking. Alors, primo, prenons un cran de recul. L'image populaire des paires de particules aide à se faire une intuition. Mais le cœur du phénomène est plus subtil. En physique quantique, le vide n'est pas absolu, il dépend étrangement de l'observateur. Ce qu'un observateur lointain, au repos par rapport au trou noir, appelle particule, n'est pas identique à ce que verrait quelqu'un qui chute vers l'horizon. Le fort ralentissement du temps près de l'horizon brouille la référence énergétique. En quelque sorte, la ligne qui sépare rien de quelque chose, elle se déplace. Cette translation, à cause de la courbure gravitationnelle, se manifeste sous la forme d'une lumière thermique avec une température bien définie. C'est le rayonnement de Hawking. Deuxièmement, l'effet Unruh est très intéressant dans cette histoire. Par le principe d'équivalence d'Einstein, un champ gravitationnel localement ressemble à une accélération uniforme. Il s'ensuit qu'une attraction gravitationnelle extrême, comme celle d'un trou noir, peut s'accompagner d'un rayonnement thermique. Exactement l'intuition derrière Hawking. Bon, l'effet Unruh se formule sans invoquer toute la relativité générale. C'est une conséquence quasi immédiate de l'accélération en théorie quantique des champs. Enfin, tertio, que dit précisément l'effet Unruh ? Ils disent qu'on a vu que le vide n'est pas le même pour tous. Un observateur inertiel voit le vide vide. Un observateur en accélération constante, lui, y perçoit les minuscules fluctuations quantiques comme un véritable bain de particules. Il ressent une température proportionnelle à son accélération, parce que son mouvement redécoupe le temps et l'espace-temps et lui crée un horizon derrière lequel l'information ne peut plus l'atteindre, exactement comme l'horizon d'un trou noir s'accompagne d'un rayonnement. En formule, on voit bien que plus l'accélération, le A, est grande, plus la température perçue est élevée. Le problème est qu'il faudrait des accélérations colossales pour atteindre ne serait-ce qu'un Kelvin, d'où l'absence à ce jour d'une détection directe incontestée, même si en vrai le cadre théorique est hyper solide. Bon, en soi, Stephen Hawking a simplement réussi à planter le pont entre trois piliers, la relativité, la mécanique quantique et la thermodynamique. Rien que ça. L'entropie, le mot qui peut faire peur. Tu connais peut-être l'entropie comme le désordre ou la quantité d'informations manquantes dans un système, mais pour être précis, l'entropie quantifie combien de manières différentes on peut organiser l'intérieur d'un système tout en conservant le même aspect global. Autrement dit, elle compte le nombre d'arrangements internes indiscernables de l'extérieur. Plus ils sont nombreux, plus l'entropie est élevée. En fait, on peut voir l'entropie comme un compteur, le compteur des configurations internes qui produisent la même apparence macroscopique. Plus il existe de configurations conduisant au même résultat observable, plus l'entropie augmente. Si tu veux t'y intéresser, j'ai fait une vidéo sur le second principe de la thermodynamique. Mais pour comprendre avec des exemples ici, une tasse de café chaud qui se refroidit, c'est l'entropie qui grimpe. Ça veut dire que la chaleur se disperse, les détails s'effacent. Et la grande règle de la thermodynamique dit que l'entropie totale ne diminue pas. Ça, il faut vraiment le retenir. Bon, maintenant, si tu lances dans un trou noir n'importe quel objet, par exemple un livre, un disque dur, un violon, ce que tu veux, une fois passé l'horizon, plus aucune trace. De l'extérieur, tout semble perdu, comme si le trou noir effaçait l'information. Or, l'entropie, c'est justement une façon de mesurer l'information qui nous manque sur l'état précis d'un système. Et la grande règle, la seconde loi de la thermodynamique, dit qu'elle ne doit pas diminuer pour l'ensemble d'un système. Ici, l'ensemble du système, l'extérieur, c'est l'univers extérieur, autre que le trou noir. Si engloutir un objet bourré d'informations faisait baisser l'entropie vue de l'extérieur, on aurait un sérieux paradoxe. C'est là qu'intervient l'idée audacieuse de Jacob Bekenstein au début des années 1970. Et si le trou noir, lui aussi, possédait une entropie propre, associée à son horizon ? Ainsi, l'entropie perdue en dehors sera en fait comptabilisée par le trou noir lui-même, ce qui sauve la cohérence de la loi et ouvre la voie à toute la thermodynamique des trous noirs.
Alors, prends une image simple. Imagine que tu approches une boîte de chocolat du bord d'un trou noir. Il y a plein d'informations, comme les parfums ou les agencements, etc. dans la boîte de chocolat. Si tu la lâches, l'univers extérieur perd l'accès à tous ces détails. Bon, on s'en fiche de ces informations-là, comme les parfums, etc. Mais elle perd des informations, elle perd l'accès aux détails. Pour sauver la règle de l'entropie ne diminue pas, donc pour tout l'univers, Bekenstein propose que les trous noirs gagnent une entropie au moment où ils avalent la boîte, et cette entropie doit être assez grande pour compenser ce qu'on a perdu dehors. Et encore mieux, et c'est là qu'il suggère un truc qui peut paraître totalement fou, cette entropie n'est pas liée au volume du trou noir, mais à sa surface. Peut-être vous comprenez pas pourquoi c'est important la différence entre volume et surface, mais je vais y venir. La surface d'un trou noir n'est pas réelle, elle correspond en fait à l'aire de son horizon. Et là, c'est déjà un renversement. Et en plus, un objet 3D, donc il compte ces informations sur un truc 2D, c'est totalement fou. Imagine réussir à décrire le contenu d'une pièce entière, donc par exemple l'agencement des meubles, où tu es toi, etc., on s'en fiche, simplement en regardant la surface extérieure de la pièce. Impossible de notre vie quotidienne en soi. Et en vrai, pourquoi la surface ? Déjà parce que quand tu nourris un trou noir, son horizon s'agrandit. Et c'est précisément l'horizon, donc le rideau dont on a parlé, qui sépare ce que l'extérieur peut connaître de ce qui devient inaccessible. La quantité de mémoire cachée devrait donc croître avec la taille de ce rideau. Et puis Hawking arrive avec sa bombe quantique. Le trou noir rayonne et possède une vraie température. S'il y a une température réelle, il doit y avoir une entropie réelle. Hawking calcule la proportionnalité et confirme la vision de Bekenstein. L'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon et pas à son volume. Un trou noir stocke de l'information comme si sa surface était couverte de pixels minuscules, chacun portant un soupçon d'information élémentaire. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Un grand merci à Matador d'avoir participé, c'est ma première collaboration. De son côté, il a réalisé une vidéo sur Stephen Hawking centrée sur sa vie. J'y prête même ma voix dans la partie consacrée à Roger Penrose. Je t'invite à aller la voir. Si elle est déjà en ligne, tu trouveras le lien en description et en écran de fin, sinon je l'ajouterai dès sa sortie. Merci aux tipeurs qui me soutiennent et m'aident à essayer de vivre de YouTube. Et merci à toi d'être resté jusqu'au bout. À la prochaine.